Donc en fait, c'est c'est un livre écrit sur plusieurs années, mais en plusieurs étapes, indépendantes les unes des autres. Et je pense qu'il y a un fil conducteur, hein, oui, c'est en fait ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, c'est-à-dire les techniques de piratage de l'esprit. Je dis de l'esprit parce que si je dis du cerveau, bon, les gens vont se dire oui, mais bon, c'est matérialiste, etc. L'esprit va au-delà de ça, mais on peut aussi pirater des gens qui sont croyants, par exemple. On peut retourner des gens, on peut utiliser la foi religieuse de certaines personnes pour prendre le contrôle de leur cerveau. Donc en fait, personne n'est au-dessus de ça. C'est pour ça que je parle pirater l'esprit, parce que c'est plus englobant que pirater le cerveau. Des gens croyants, sincèrement croyants, mais qui se font manipuler jusqu'à faire des grosses bêtises, il y en a beaucoup. Je ne parle pas forcément de ce qu'on appelle les terroristes, parce que là, c'est des situations quand même assez troubles. On ne sait pas exactement qui fait quoi, mais je veux dire, bon, les exemples sont quand même nombreux. Sur cette base-là, donc qu'est-ce que c'est que l'ingénierie sociale, hein? Donc ça va au-delà en fait de la manipulation ponctuelle, pure, pour en quelque sorte vous faire acheter un produit dans un magasin. Non, ça va au-delà de ça. C'est la méthode furtive, hein, de transformation des sujets sociaux. C'est-à-dire que on ne se contente pas donc de manipuler ponctuellement les individus ou les groupes, on les transforme. C'est au-delà de la manipulation en réalité. C'est pour ça que on peut parler de manipulation, mais qu'un nouveau terme doit être trouvé. Ce terme, il a été divulgué au XXe siècle, sous cette expression d'abord en anglais, de social engineering, à partir des années 20, à peu près, des années 1920. C'est à peu près dans ces eaux-là, avec les travaux de Kurt Lewin, que le terme a commencé à émerger. Karl Popper l'a aussi popularisé, hein, en distinguant deux sortes d'ingénierie sociale, une qui serait plus, je dirais, modeste, et une autre qui serait plus utopique et générale, ou générique. Et puis, donc, la deuxième couche qui est venue se surajouter, elle vient là des milieux de la sécurité informatique. Notamment, c'est donc un pirate informatique célèbre, hein, qui est passé à la postérité, qui s'appelle Kevin Mitnick, et qui a repris le terme et qui en a modifié le sens légèrement, en insistant sur la furtivité, hein, avec le concept de hameçonnage, donc de phishing en anglais. En fait, l'idée de furtivité était latente, hein, depuis le début. Mais là, vraiment, il a mis ça au premier plan. Là, moi, j'arrive un petit peu en troisième position. Et je rajoute quelque chose, c'est la notion de conflit triangulé, qui permet donc de détruire un système furtivement, sans être vu, puisque, en fait, vous déléguez le travail de destruction à des agents de procuration, en quelque sorte. C'est le concept de proxy force, par exemple. Qui a été lancé donc par un document israélo-américain qui s'appelle Clean Break. Et qui, historiquement, je ne sais pas si le terme existait avant, mais en tout cas, là, on a une trace historique, ça remonte à 1996, donc par ce texte collectif dirigé par Richard Perle. Avec cet arsenal conceptuel, on commence à avoir une vision assez claire, hein, de ce qui nous est appliqué, c'est-à-dire une transformation de notre nature, de notre être, prévue sur le long terme, hein, et prévue pour être définitive. Là, on peut ensuite rebondir sur le transhumanisme. On peut parler de planification. Ah oui, totalement, oui. C'est planifié pour toujours, hein. Et c'est là où donc ensuite, après l'ingénierie sociale, on arrive sur le transhumanisme, hein, forcément. C'est le débouché logique. C'est transformation de notre nature, notre être, et furtif, hein. Il faut pas que ce soit vu, parce que sinon forcément on va se braquer, on va dire non, ça va pas la tête, hein, puisque finalement l'espèce humaine, si elle est arrivée là où elle est aujourd'hui, c'est qu'elle était viable.
Et donc, elle n'a pas besoin de changer. Voilà. Et donc, pour contourner tous ces mécanismes-là de défense ou d'autodéfense, il va falloir effectivement donc mettre en place des stratégies donc, de contournement et donc de piratage. Hein. Le piratage, forcément, par définition, est furtif. Par définition, parce que si vous voyez le pirate pendant qu'il vous pirate, il n'y a plus de piratage, hein. C'est juste une agression. Par exemple, pour un individu lambda, il s'agit de quelque chose d'indicible, d'inconscient, c'est ça? Comment ce sera perçu Oui. par un individu lambda? Oui, en fait, l'individu lambda ne sait pas qu'il se fait pirater, par définition. C'est-à-dire que, si, par exemple, pour revenir sur l'informatique, si vous êtes en train de travailler sur votre ordinateur et si vous voyez que votre ordinateur est en train d'être piraté, il n'est plus piraté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, il est attaqué. Mais le piratage consiste en fait à avancer masqué, toujours. Hein. Et ça, c'est vraiment la règle aujourd'hui. La guerre qui nous est livrée est furtive. Après, on va sur les guerres hybrides, hein, sur le concept de guerre hybride de l'OTAN. Et troisième point, donc, comme le principal, la principale action de cette ingénierie sociale vise à nous détruire dans un premier temps, en tout cas, et puis définitivement, en réalité, je pense, parce que c'est un génocide, hein, de toute façon, qui vise à nous remplacer par autre chose, des robots, ou je sais pas quoi, enfin bref, une nouvelle espèce augmentée, ou des joueurs de foot. Ou une société de des joueurs de foot du Barça, avec des coupes d'Iroquois. Oui, ça peut être ça aussi. Ouais. Et donc là, en fait, justement, pour que la destruction soit furtive, elle doit être réalisée par des agents indirects, hein. C'est-à-dire donc des délégués en quelque sorte, d'où ce que j'ai trouvé le concept de conflit triangulé. Alors là, Lucien, je me mets à la place de l'auditeur qui arrive, qui débarque, qui n'a jamais été sur Égalité et Réconciliation et qui vous écoute. La question qui va se poser, c'est la question du mobile. Pourquoi? Pourquoi ils veulent nous détruire? Est-ce que vous avez une réponse à ça? Oui. C'est en fait parce que nous faisons obstacle à un programme qui est qui lui-même un programme politique ou géopolitique, hein, qu'on peut appeler Nouvel Ordre Mondial, puisque c'est George Bush père, hein, qui l'a utilisé, Nicolas Sarkozy. Donc c'est officiel. Hein, je me souviens de Sarkozy qui disait « Tous ensemble, nous irons vers le Nouvel Ordre Mondial et personne ne pourra nous en empêcher ». Donc c'est officiel, quoi. Je veux dire, c'est pas une... Manuel Valls l'a encore revendiqué récemment sur France 2. Oui, c'est fort possible. Ouais, à propos de la COP21. Ouais. Ah oui. Bah oui, voilà. Ces grands raouts mondialistes qui servent de prétexte à l'argumentaire. Voilà, oui. Voilà. Donc alors l'écologie peut servir de hameçon, hein, en ingénierie sociale, c'est-à-dire qu'on fait passer quelque chose sous couvert d'autre chose. C'est pour nous modifier, c'est-à-dire en fait modifier nos comportements, nos habitudes, etc. définitivement, hein, parce que là il n'est pas, en réalité, il n'est pas prévu d'en sortir, hein, de ces nouveaux comportements écologistes. C'est pas pour 5 ans, 10 ans, non, c'est définitif. Et donc pourquoi est-ce qu'on nous fait tout ça? C'est pour nous remplacer. C'est-à-dire que le problème de la masse humaine que nous représentons, c'est que nous faisons obstacle donc à l'automatisation générale, hein, de la planète, quoi. Parce que le facteur humain est quand même relativement imprévisible. Pas tant que ça, il est prévisible, mais bon, malgré tout... disons que la psychologie humaine a des constantes, hein, qui ne reposent pas justement sur, par exemple, la loi du fric, le capitalisme déchaîné, qui ne repose pas non plus sur la robotisation. Donc en fait, nous sommes juste une variable d'ajustement, hein, pour l'instant. Donc le capitalisme nous a utilisés tant qu'il avait besoin de nous. Maintenant, il n'a plus besoin de nous, parce qu'il y a un processus d'automatisation, de robotisation généralisée. Donc, en fait, il peut nous liquider, hein, on ne sert plus à rien.
Tant qu'on avait besoin de main-d'œuvre pour fabriquer des ponts, des usines ou je sais pas quoi, enfin, pour travailler en usine, bon, on était nécessaire. Donc en fait, là, il y a quand même ensuite un échelonnement des populations à éliminer. Donc, on commence par éliminer ceux qui pensent, ensuite on éliminera même ceux qui travaillent, sans penser. Parce que en fait, bon, c'est vraiment l'espèce qui est menacée, c'est pas uniquement les Européens. Là, en ce moment, là, depuis quelques mois, on voit une grosse offensive à caractère, comment dire ça, immigrationniste, pour vraiment nous liquider, liquider les Européens, quoi, physiquement. Mais bon, les gens qui sont utilisés pour faire ça, qui sont triangulés dans la structure ternaire, bon, eux-mêmes seront liquidés ensuite, de toute façon. Voilà. Ils sont là pour nous tuer, mais ensuite eux-mêmes seront assassinés, seront remplacés. Et à côté de ça, on nous parle de leur enlever la nationalité française alors qu'ils sont systématiquement éliminés à l'assaut, quoi. Il n'y a même pas de tentative d'arrestation, quoi. Oui. Donc eux, ce seraient justement les proxys dont vous parliez. Voilà, oui. Et qui eux-mêmes... Oui, pardon. Non, mais il me semble que dans ton livre, tu parles de l'effondrement des sociétés complexes, comme un phénomène de l'ingénierie sociale négative. Et donc tu évoques des outils de cette ingénierie sociale négative, et donc tu cites l'immigrationnisme, effectivement. Donc les migrants sont un outil, quoi. Oui, ils sont considérés comme tels par les fondations, les services qui les utilisent. C'est évident. Et puis dans la guerre psychologique qui est menée contre les peuples, je te coupe, désolé, mais dans la guerre psychologique, il y a justement cette idée de dire qu'on est en guerre contre le djihadisme, et à côté de ça, il faut accueillir tous les réfugiés, alors qu'on sait qu'ils sont potentiellement djihadistes. Et donc il y a il joue sur il y a un jeu sur l'émotion. Qui rejoint le concept de injonction contradictoire dont tu parlais dans une émission antérieure. Vous voulez développer là-dessus ou c'est une perche que vous me lancez? Voilà, c'est une perche. D'accord. Oui, donc le double bind en anglais de Bateson, c'est-à-dire l'injonction contradictoire, elle se résume aujourd'hui, on pourrait dire de la façon suivante, c'est les musulmans sont des terroristes, mais vous devez les prendre chez vous quand même. C'est bon. Donc l'un et l'autre sont faux. C'est faux, les musulmans ne sont pas terroristes en bloc. Parce que malgré tout, c'est le message qu'on essaie de nous faire passer. On nous murmure à l'oreille, par tout le cheminement subliminal de l'information, les musulmans sont terroristes. D'où les attentats, et qui sont où effectivement l'identité confessionnelle des terroristes est surlignée au stabilo boss 40 000 fois. Je veux dire, et puis dans la même phrase, on nous dit mais pas d'amalgame. Et de toute façon, les flux de clandestins ne vont pas s'arrêter. Il va falloir s'habituer. ce qu'a dit Manuel Valls, si je me souviens bien. Donc là, en fait, on veut vraiment nous rendre dingues. C'est vraiment ça. On nous dit, bon, voilà, il y a des gens qui vont qui vont vous couper la tête. Ils vont vous tuer quand vous allez boire un verre en terrasse. Ils vont se faire sauter aux terrasses des cafés, etc. Mais en même temps, de toute façon, il va y en avoir de plus en plus, et il n'est pas question que ça s'arrête, et vous devez l'accepter. C'est ça qu'on nous demande. Donc d'abord, bon, effectivement, il faut déconstruire les deux étapes du raisonnement. La première, effectivement, c'est l'amalgame entre musulmans et terroristes. Une fois qu'on a fait ça, on peut tomber dans l'angélisme immigrationniste, qui consiste à dire, bon, puisque les musulmans ne sont pas terroristes, à ce moment-là, effectivement, il n'y a pas de problème. Enfin, on peut faire venir des millions d'immigrés, éventuellement musulmans, en Europe. Et puis, de toute façon, ils ne sont pas terroristes. Vous venez de le dire. Vous venez de dire vous-même, pas d'amalgame. Alors là, on se retrouve pris en tenaille, entre en fait, le choc des civilisations et le remplacement. Et c'est dans ce dispositif qu'on se trouve actuellement. C'est-à-dire qu'on nous demande d'accepter l'idée qu'il y a un choc des civilisations, et donc que les musulmans, en gros, attaquent l'Europe chrétienne. Et qu'on l'on soit d'accord ou pas avec ça, on va se retrouver pris en tenaille avec l'autre proposition, qui en fait est complémentaire,
et qui nous dit si vous dites que les musulmans ne sont pas terroristes, donc vous devez accepter d'être remplacés par des immigrés musulmans à l'occasion. Voilà. Et en fait, les gens qui s'insurgent contre l'une des deux propositions, en général, tombent dans le piège d'adhérer à l'autre. Puisque, effectivement, je comprends les identitaires qui disent on ne veut pas être remplacé par les gens qui nous tuent. Je les comprends, je pas non plus, je suis pas musulman, je suis pas croyant de toute façon, j'ai pas forcément envie d'être converti. Et puis je pense que l'Europe a le droit d'exister en tant qu'Europe blanche, chrétienne, même si je suis pas croyant. Mais, voilà, bon, je dis des mots qui vont. C'est l'heure la plus sombre. Oui, voilà. Donc faut aller jusqu'au bout des raisonnements. Donc, je suis scientifique. Je veux dire, j'ai une formation, donc je vais jusqu'au bout des hypothèses. Ah, mais on compte sur vous. Non, mais les sociétés ethniques homogènes, éthiquement, sont beaucoup plus pacifiées que les sociétés métissées, par définition. Donc, ce que vous dites, c'est juste du bon sens. Ouais, voilà. Alors donc, je sans tirer de conclusion, comment dire ça, prescriptive. Si c'est-à-dire dire que c'est bien ou que c'est mal. En fait, là, j'analyse en fait le dispositif, le double bind, le dispositif d'injonction contradictoire dans lequel on nous prend. Et donc, les gens qui s'insurgent contre le remplacement identitaire, en général, tombent dans le piège du choc des civilisations. Et les gens qui s'insurgent contre le choc des civilisations tombent dans le piège du remplacement identitaire. Enfin, ils l'acceptent. Au motif que, pas d'amalgame, non, les musulmans ne sont pas tous terroristes, enfin, les immigrés en général ne sont pas tous terroristes, et donc, qui viennent chez moi et qui prennent la place, je leur file les clés, je leur file mon compte, ma femme, etc. Donc tout ça fait partie d'un projet de neutralisation du peuple français, ce système d'injonction. De piratage. Oui, français puis européen, parce que là, depuis quelques mois, on voit bien que c'est vraiment appliqué au niveau européen. Donc de piratage cognitif, c'est-à-dire le but, c'est de nous empêcher de répondre. Parce que en fait, quand en fait les contradictions sont elles-mêmes sous contrôle, on ne peut plus se rabattre ni sur l'une ni sur l'autre. Et donc, il faut apprendre à métacommuniquer. Ça c'est ce qui est donc en fait à remonter à la cause de la situation, c'est-à-dire à la cause de la cause. Ça c'est ce qu'il va falloir faire comprendre au maximum de monde, c'est que nous sommes dans une fausse alternative, dans un débat qui est où les deux propositions opposées sont piégées l'une comme l'autre. C'est-à-dire que l'immigration et ce que tu appelles dans ton livre l'enracinement identitaire sont les deux faces de la même pièce. Pas exactement. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont l'enracinement identitaire simple aboutit au choc des civilisations, nécessairement, qui est une solution envisagée par le pouvoir. C'est-à-dire, en gros, la guerre ethnique en Europe. Et là, il est sûr de gagner. Le pouvoir est sûr de gagner. Et nous, on est sûr de perdre. C'est-à-dire que la reconquista romantique ne peut pas... je veux dire, là, c'est l'échec assuré. En revanche, évidemment, le déracinement identitaire est tout aussi destructeur. Je veux dire, c'est produit le même effet à la fin, de toute façon. Terre brûlée, quoi. Et donc, Lucien Cerise, quelle est la troisième voie, selon vous ? Ça consiste à métacommuniquer, c'est-à-dire en fait déjà à dénoncer l'opposition, justement l'injonction contradictoire dans laquelle nous sommes piégés, pour donc trouver des solutions, mais au niveau au-dessus, à l'étage au-dessus. C'est-à-dire, donc en fait, ni choc des civilisations, ni remplacement. Et donc là, il faut formuler un discours qui, pour l'instant, que je trouve chez Égalité et Réconciliation, qu'on peut trouver aussi ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que Égalité et Réconciliation est un peu le fer de lance, je veux dire l'organisation qui diffuse le mieux, qui soutient le mieux cet effort de métacommunication qui en gros dit ni choc des civilisations, ni guerre identitaire, ni guerre ethnique, ni remplacement. En fait, c'est un discours, je dirais, nationaliste banal.
enfin même, je dirais, assimilationniste, hein, sur le fond, quoi. Mais bon, évidemment, les choses deviennent complexes parce que la démographie penche de plus en plus dans un certain sens. Et rend cette position de plus en plus difficile. Oui, mais il n'y en a pas d'autres. Parce que les deux autres, là, c'est-à-dire à l'étage en dessous, c'est-à-dire guerre ou remplacement, de toute façon, aboutissent à des souffrances innommables. De toute façon. Donc, si on ne veut pas mourir dans d'atroces souffrances, et même si on pense aux immigrés clandestins qui eux-mêmes, de toute façon, sont menacés, si on se place dans un point de vue hyper altruiste, c'est-à-dire vraiment où il faut s'ouvrir au monde, etc., l'intérêt même des clandestins, c'est que ce soit la paix en France, pour qu'ils puissent avoir leurs aides sociales sans travailler, etc. Voilà, même l'intérêt du clandestin de base, qui vient ici pour violer une Allemande à Cologne, son intérêt, c'est que ce soit la paix en Europe, malgré tout. Donc il faut aussi comprendre que si on pousse cet altruisme un peu gauchisant, là, en fait, qui est une sorte d'excroissance d'un christianisme, le bon samaritain, quoi, qui donne tout à l'autre, etc. Même si on va jusqu'au bout de ça, hein, de l'abolition de l'Europe chrétienne et blanche, hein, de toute façon, c'est l'intérêt des clandestins et des remplaçants que ce soit la paix ici. Parce que c'est pas le but, hein, évidemment. Enfin, c'est pas le but de l'oligarchie qui triangule le conflit de toute façon, puisque à la fin, le but c'est la liquidation de toute vie sur Terre, quoi. De l'oligarchie, je précise occidentale, parce qu'il y a d'autres oligarchies qui sont pas forcément totalement sur cette ligne-là.